Bonjour à chacun et à tous. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine de ce jour, voici les grandes lignes à développer. Le capitaine Bourema Seni, préfet du département de Gaïa au Niger, a fait une descente ici à Malanville. C'était hier, mardi 5 mars de l'an 2024, accompagné d'une forte délégation. Ils sont reçus par les autorités locales. Que retenir de cette courte visite des autorités nigériennes à Malanville? Les détails sont à suivre. Pendant ce temps, c'est désormais officiel, le Bénin dispose d'un nouveau code électoral. Il a été adopté à l'hémicycle par les députés hier mardi 5 mars 2024. Selon les nouvelles dispositions, chaque duo doit recueillir le soutien d'au moins 15% des députés et maires. L'ambiance d'avant adoption à l'Assemblée nationale et l'analyse que fait Richard Oké, analyste politique de cette grosse actualité à suivre. Et puis, répression des conducteurs à deux ou à trois roues non enregistrés ni immatriculés dans la commune de Malanville a démarré ce mardi 5 mars 2024. Une opération qui fait suite à la réforme enclenchée par les autorités communales dans le secteur des Kabou-Kabou. Que comprendre réellement d'une telle décision? Le secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, Olivier Alokoutouich, sera dans ce 13h. Pour plus de précision à ces principaux titres viendront s'ajouter d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs. Voilà pour le sommet. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Une délégation nigérienne conduite par le capitaine Bourema Seni a été aperçue sur le sol béninois hier, mardi 5 mars de l'an 2024. Deux étapes ont principalement marqué cette visite de courte durée. Loin des micros et caméras, le préfet capitaine Bourema Seni en personne s'est rendu accompagné de son équipe au poste de contrôle juste à poser et au parc des camions de Boyekali à Malanville. Des sources bien introduites, cette descente prépare le terrain à celle des officiels de Niamey projetés dans les tout prochains jours. Il est prévu, selon nos recoupements, jeudi prochain demain donc, entre les autorités béninoises et celles nigériennes pour discuter de la possible reprise du trafic terrestre entre les deux pays. De ces pourparlers pourrait sortir la fumée blanche de la rouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Il faut noter que depuis le renversement du président Mohamed Bazoum du pouvoir, suivi des restrictions de la CEDEAO contre le Niger, les frontières sont restées fermées malgré la levée de ces sanctions. Réforme dans le secteur des conducteurs à 2 ou à 3 roues dans la commune de Malanville. La répression a démarré hier mardi 5 mars 2024. Cette opération de répression des Kabou-Kabou non encore enregistrés ni immatriculés a entraîné bien entendu plusieurs conducteurs à se mettre dans les rangs de la réforme enclenchée par les autorités communales. Et pour le secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, cette décision est conforme aux tests en vigueur. Olivier Alokoutouich. C'était prévu que le 1er mars, l'opération allait démarrer, mais pour plusieurs raisons d'ordre stratégique, nous avons pu commencer avec l'appui de la police républicaine. Et c'est le moment de remercier du fond du cœur les forces de la police républicaine pour leur soutien permanent aux activités de la commune. La mairie est satisfaite de cette première journée-là parce que nous avons enregistré quand même une affluence qui n'a jamais été connue depuis près de 6 mois que nous avons démarré cette opération-là. Nous allons rester fermes parce qu'on ne peut pas conduire le développement dans la complaisance. Et tout ce que nous faisons, notre souci n'est aucunement de brimer ni de réprimer parce que c'est pour les populations que nous sommes là. Et tout ce que nous faisons, c'est conformément aux tests en vigueur et c'est pour le mieux-être de ces mêmes populations-là. Étant donné que la réforme en cours répond à un besoin sur le plan sécurité et sur le plan de la mobilisation des ressources propres à la commune, le secrétaire exécutif Olivier Alokoutouich invite les retardataires à se conformer et surtout à bien garder les quittances. Les quittances, autant pour moi, on les écoute. On l'écoute.
globalement, nous agissons dans l'intérêt supérieur des populations de la commune et je voudrais vraiment leur demander de nous accompagner parce que tout ce que nous décidons, si ce n'est pas mis en œuvre, la commune de Mananville ne va pas connaître vraiment le développement réel auquel nous aspirons tous. C'est très important. L'opération va continuer et je le rappelle, notre objectif, ce n'est pas la répression, ce n'est pas la brigade non plus. Et je voudrais inviter les conducteurs de taxi moto à venir accomplir ce devoir-là. Venir se faire enregistrer et avoir un matricule et ensuite l'uniforme. Alors, pour la tenue uniforme, je profite pour le dire, nous sommes dans la procédure de passation des marchés publics et d'ici 2 semaines, si tout va bien, les tenues seront disponibles. Tous les documents contractuels ont été déjà signés. Tous ceux qui ont payé seront servis. Donc, je saisis cette occasion pour leur présenter toutes nos excuses pour le léger retard que cela connaît. Mais d'ici à là, les tenues seront disponibles. Donc, si quelqu'un paye en attendant la tenue, la quittance est là. C'est même la pièce maîtresse qui prouve qu'effectivement, la tenue que vous portez, vous l'avez eue après avoir effectivement payé à la régie des recettes de la mairie. Je voudrais demander à tous les conducteurs qui font l'effort de payer, de garder leur quittance, l'original de leur quittance, pour que lorsqu'on va les interpeller, ils puissent véritablement montrer ça. Ceux qui ne vont pas respecter ces conditions-là, à savoir l'enregistrement, le port de l'uniforme, ils risquent de perdre leur métier de conducteur parce que nous allons rester davantage fermes et très rigoureux pour la suite de l'opération. Olivier Alokoutouy, secrétaire exécutif de la mairie de Malanville. 2 établissements scolaires incendiés dans la commune de Karimaman. Il s'agit de l'école primaire de Kara et celle de Garbé-Kouara dans l'arrondissement de Kompa. L'incendie serait provoqué par des individus armés non identifiés dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mars dernier. Des bâtiments et mobiliers scolaires ont été brûlés, mais sont sans dégâts humains. Que s'est-il réellement passé? Suivez le témoignage de cet habitant sur place. C'était avant-hier, à partir de 2h du matin, les grands frères de la femme là sont venus dans nos villages. Mais ils n'ont pas touché à personne. Seulement ils étaient venus à l'école. Et arrivés là-bas, ils ont ramassé les tables et bancs et puis seco là et brûlé les 2 bâtiments. L'autre bâtiment est brûlé plus que l'autre. Donc ils étaient là de 2h du matin à un certain temps là. Je ne sais pas si c'est 3h du matin, ils étaient encore repartis. Mais jusqu'à la matinée, le feu là n'est pas éteint. Et brusquement, à 6h, les gens ont fait le constat, ils ont vu que vraiment, l'école là s'est brûlée. En même temps, nous étions allés tous voir les dégâts qui s'est passé et le délégué s'est levé, il a appelé les autorités de là. De 6h à 7h là, la sécurité est déjà là. On avait fait le point de ce qui s'est passé et on a pu éteindre un certain feu là qui sont dans les chambres. Et après avoir éteint les feux là, la sécurité était allée tout dit à Kara parce qu'ils étaient passés aussi à Kara. Et arrivé là-bas, on a vu que vraiment ils ont aussi détruit les bâtiments. 112 heures après les dégâts, la situation de panique règne toujours dans les localités victimes dans la commune de Karimaman. Les activités scolaires restent paralysées sur place, tel que nous le confie cet habitant contacté par la rédaction de Sota FM. En ce qui concerne le premier bâtiment là, on ne peut pas faire cours dedans. Mais le deuxième bâtiment là, les enfants peuvent aller s'il y a la sécurité. Les enfants peuvent aller. Mais jusqu'à présent, nous exhortons seulement l'aide de la sécurité à nous aider à sensibiliser et créer des comités d'organisation pour bien assurer la paix dans nos villages. Jusqu'à présent, on ne sait pas quoi faire d'abord. Nous, on est déjà et on est ici fermé, on ne sait même pas comment il faut dire, comment il ne faut pas dire. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. On marque une pause. On revient juste après ceci. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Je vous l'ai annoncé en titre, c'est fait. Le Bénin dispose désormais de son nouveau code électoral. Il a été modifié et adopté par les députés à l'Assemblée nationale au cours de la plénière d'hier, mardi 5 mars. À l'examen des propositions visant la modification du code électoral, les députés soutenant les actions du président Patrice Talon, majoritaire au Parlement, n'ont pas tenu compte des amendements de l'opposition qui dénoncent l'exclusion. Retour sur l'ambiance qui a prévalu hier en plénière.
D'abord, nous vous proposons un extrait des propos de l'intervention du député Nassirou Arif Aribako du bloc républicain qui soulevait une question préjudicielle en rapport aux différentes dispositions suivies. Je voudrais rappeler, par exemple, que la fixation du seuil électoral à 10% des suffrages exprimés au plan national pour l'attribution des sièges aux élections législatives et communales est issue de 2 assises nationales successives. Il y a eu le séminaire national sur la réforme du système partisan avec l'ensemble des acteurs de la classe politique, notamment les dirigeants de partis politiques, au lendemain de la première modification du code électoral sous le régime de la rupture et que le régime de la rupture a opéré, et confirmé, ces assises donc, le contenu, la fixation de ce seuil, confirmé par le dialogue politique national d'octobre 2019, tenu au palais des congrès de Cotonou au lendemain de la crise électorale des législatives du 28 avril 2019. Il s'agit donc d'un élément de consensus qui ne saurait être touché que par le même canal du dialogue pour un nouveau consensus. Sur cette question de consensus, il existe une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle du Bénin selon laquelle le consensus est à valeur constitutionnelle. Il ne peut donc être procédé... Vous êtes en train d'intervenir ou bien vous posez une question préjudicielle? Il faut que je démontre pour que vous compreniez la question, Monsieur le Président. Vous suivez? Non. La question découle de cela. Il ne reste pas beaucoup, Monsieur le Président. On peut lire à juste titre. Vous suivez? Non, je pense que vous allez un peu trop. Ce n'est pas une question, ça. Ça, c'est une intervention. Non, Monsieur le Président. Une question préjudicielle, pour être comprise, doit être argumentée. Et voilà donc l'ambiance qui a prévalu du côté du palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Et selon les nouvelles dispositions, chaque duo candidat à la présidentielle doit recueillir le soutien d'au moins 15% des députés et maires issus d'au moins 3 cinquièmes des circonscriptions électorales, ce qui marque une hausse de 5% par rapport au test précédent. Aussi, un député ou maire ne peut parrainer qu'un candidat de son parti politique, sauf d'un accord de gouvernance préalablement établi entre les formations politiques formalisées auprès de la Commission électorale nationale autonome Sénat avant le dépôt des candidatures. En réaction, les députés de l'opposition dénoncent une loi chrysogène. Je vous propose un extrait de la réaction du député Abibou Worokoubou du parti Les Démocrates. Il est clair que les amendements apportés par l'honorable Ababou Ebla sont chrysogènes. C'est mon ami, mais il faut que je lui dise ça. Alors, la question qu'on se pose lorsqu'on met le parrainage à 15%, on se pose la question de savoir si nous sommes encore dans une démocratie pluraliste. Je crois que le président Éric Ndoté l'a rappelé, que le préambule de notre Constitution, à son alinéa 3, affirme clairement qu'on ne peut plus accepter des régimes de type dictatoriaux, régime de type personnel. À partir de cet instant, alors, on devait savoir raison garder pour éviter de faire ce genre de propositions. Mieux, les accords de gouvernance tels que proposés sont des alliances déguisées. Tout ce que nous observons là, c'est de la gymnastique intellectuelle. Et ceux qui le proposent ne sont pas intellectuellement bien placés pour faire cette gymnastique-là. Il vaut mieux que nous faisons ce qui est bon, plutôt que d'aller nous encore ridiculiser une fois devant la Cour constitutionnelle. Et au finish, le code électoral a été modifié malgré les positions tranchées. 119 députés ont voté pour la modification, 28 députés, notamment de l'opposition, contre et une abstention. Mais quelle analyse objective peut-on faire du contenu de ce nouveau code électoral? Nous avons posé la question à Richard Oké, analyste sociopolitique. Pour l'Observateur de la vie politique, la pilule a été très amère. On l'écoute. La pilule a été très amère. Amère en ce sens que je me dis que même les formations politiques se réclamant de la mouvance présidentielle risquent d'ici 2 ans de ne pas pouvoir remplir les conditions qu'elles-mêmes ont établies à travers ces différents articles. Tenez, lorsque vous prenez par exemple un alinéa du nouvel article 32, je crois, où on dit qu'au-delà des 28, bon j'arrondis à 28 parce que c'est 27, et quelques, 28
parrains minimum qui peuvent apporter leur soutien pour parrainer un candidat, un potentiel candidat à l'élection présidentielle, il faut encore que, d'accord, ces 28 parrains-là proviennent maintenant des 3/5 des circonscriptions électorales. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez les 24 circonscriptions électorales de notre pays, il faut que les députés ou les élus, parce que ce n'est pas seulement les députés, il faut également que les maires, puisque la loi leur permet également de parrainer, il faut que ces élus-là proviennent de 14, et quelques, d'accord, des circonscriptions électorales. Lorsqu'on sait qu'on a 24 circonscriptions électorales, ça veut dire qu'il faut avoir au moins 14 circonscriptions électorales où les élus qui sont habilités à parrainer d'où ils proviennent. Dans un entretien accordé à la rédaction de Sota FM, l'analyste sociopolitique Richard Oké met en relief l'orientation des tests dans leur élaboration pour des règlements visés. Une situation que regrette Richard Oké. Je trouve que c'est un peu dur. Lorsque vous allez un peu plus loin, vous vous rendez compte qu'on exige maintenant 20% de suffrages exprimés par circonscription électorale. Ça veut dire que lorsque votre parti positionne ses candidats à travers les 24 circonscriptions électorales, dans chaque circonscription, vous devez avoir au moins 20% du suffrage exprimé par les électeurs. Si vous n'avez pas 20% du suffrage exprimé par les électeurs dans une seule circonscription électorale, tout le travail abattu dans les 23 autres circonscriptions électorales tombe à l'eau. Je trouve que c'est un peu dur et ça pourrait générer des frustrations et des mécontentements. Et parlant justement de frustration et mécontentement, Richard Oké regrette la situation et fait un commentaire. Il est important de dire que, en réalité, lorsqu'on est en position d'établir ou d'édicter la loi, de faire la loi, même lorsqu'on est dans une position de majorité, lorsqu'on est en position de force, il faut bien, comme on nous l'a enseigné, que la loi soit totalement impersonnelle, que la loi ne soit pas établie en visant un camp X ou un camp Y. Il est important que la loi soit globale, qu'elle soit générale. Il est important que la loi résiste au temps, résiste à l'homme, résiste à la volonté et à l'égoïsme de l'homme. Parce que si chaque élection doit nous amener à revoir le code électoral, cela me pose personnellement un problème. Un problème parce que en réalité, nous sommes un petit pays en matière de démocratie, mais nous sommes quand même un grand pays en matière d'intelligentsia. Et lorsque toutes ces intelligences-là se mettent ensemble, faire un travail qui, quelques mois, quelques années seulement après, ce travail-là est remis en cause, ça pose un problème. Ça veut dire qu'en son temps, d'accord, on a travaillé en ayant les yeux rivés sur quelqu'un, sur une formation politique, ce qui est dommageable pour non seulement la démocratie, mais pour la liberté d'expression et pour l'équité de façon générale. Autre sujet d'actualité, depuis hier, mardi 5 mars 2024, se déroule à Boycon un atelier de renforcement de capacité des journalistes sur la gestion des urgences de santé publique et la mise en œuvre des activités du projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance de maladies au Bénin. Cet atelier de 2 jours vise à partager avec les professionnels des médias les réalisations du projet depuis 5 ans avant son acheminement. Et le 31 mars prochain, Aimé Marius Davon est un confrère de la radio Imolé FM. Il nous fait le point de la première journée des assises. Atelier de renforcement de capacité des acteurs des médias sur la gestion des urgences de santé publique et sur la mise en œuvre des activités du projet rédissé ce mardi 5 mars 2024 à Boycon. Venus des 12 départements du Bénin, les professionnels des médias seront outillés pendant 2 jours sur les risques sanitaires en vue de mieux sensibiliser les populations pour un changement de comportement. Blaise Rouillot, spécialiste en santé animale sur le projet rédissé à l'ouverture des travaux. Cette activité s'inscrit en réalité dans une démarche de reddition de comptes où on vous invite à prendre connaissance de tout ce que le projet rédissé a réalisé en 5 ans, mais on
On voudrait par cette activité-là faire le renforcement de capacité pour que dans notre logique de pérennisation, vous soyez en mesure de mieux aborder les questions donc, de santé donc, au Bénin. L'approche de la santé a suffisamment évolué où vous ne pouvez plus continuer à voir la santé comme étant seulement la santé humaine. Donc vous êtes appelés désormais à voir la santé dans toutes ses dimensions, surtout dans une approche d'une seule santé. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 36 millions de dollars, ce projet qui a pris corps en 2018 vise la surveillance des maladies et le renforcement des capacités sanitaires du Bénin et d'autres pays de la sous-région à mieux riposter contre les épidémies. Et pour atteindre cet objectif, les actions du projet sont axées sur 5 composantes dont nous parle Dr Blaise Mouillot. La surveillance donc, des maladies, la préparation du pays donc, en termes de préparation et de réponse aux urgences, le renforcement donc, des laboratoires, le renforcement des ressources humaines et puis les questions donc, de fonctionnement. Cette première journée a permis aux professionnels des médias de comprendre les différentes réalisations du projet en termes de la gestion de la santé animale et humaine, mais aussi de l'environnement. Tout ceci à travers plusieurs communications qui ont sanctionné cette journée. Pour Hervé Khessou, vice-président de l'UPMB, cet atelier s'inscrit dans la droite ligne de la vision de cette fêtière nationale à œuvrer pour la spécialisation des professionnels des médias au Bénin. Vous savez que l'Union travaille depuis quelques mandats déjà à ce que nous, professionnels, nous soyons des spécialistes. Cette occasion nous permet de renforcer nos capacités sur cette thématique parce que ce n'est pas simple de parler d'épidémie, des situations d'urgence de santé publique si on n'est pas armé. Et si ici nous avons l'occasion de renforcer notre capacité sur la question, je pense que ça nous donne plus d'aptitude à traiter de ces sujets et peut-être en devenir des experts plus tard. Soulignons que cet atelier de renforcement de capacité des professionnels des médias prend fin ce mercredi 6 mars 2024. Merci pour ces précisions. Quelques nouvelles sur le continent présent et je suis avec Zulkiflu Lona. Bonjour. Bonjour, Lukman Orukiou. Quelques nouvelles sur le continent. On démarre avec la République démocratique du Congo où une étude révèle que 40% des Congolais font face à l'insécurité alimentaire. Effectivement, Lukman Orukiou, le programme alimentaire mondial PAM et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO ont présenté mardi à Kinshasa de nouveaux chiffres alarmants. Cette année, environ 40 millions de personnes, soit 40% de la population congolaise, sont confrontées à une insécurité alimentaire de nouveau modérée à sévère. Une situation préoccupante qui appelle, disent les agences des Nations Unies, à une action urgente. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, un nouvel organigramme au PDCI dans la perspective des élections de 2025. Effectivement, Lukman Orukeou, en Côte d'Ivoire, Tidjane Tiana, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui a pris les rênes du parti fin décembre dernier suite à la disparition de Henri Kouana Bédié, a présenté hier mardi 5 mars à la presse le nouvel organigramme du parti avec un objectif en tête, préparer la bataille électorale de 2025. Merci à vous, Zulkiflu Lona. Merci pour ces précisions. C'est quelques nouvelles sur le continent. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Mais avant de vous quitter, le rappel de l'essentiel en titre. Retenez que le capitaine Bourema Seni, préfet du département de Gaïa au Niger, a fait une descente hier ici à Malanville, accompagné d'une forte délégation. Ils ont été reçus par les autorités locales. Que retenir de cette courte visite des autorités nigériennes ici à Malanville? Les détails vous sont servis dans cette édition. Pendant ce temps, c'est désormais officiel. Le Bénin dispose d'un nouveau code électoral. Il a été adopté à l'hémicycle par les députés hier, mardi 5 mars de l'an 2024.
Selon les nouvelles dispositions, chaque duo doit recueillir le soutien d'au moins 15% des députés et maires. L'ambiance d'avant-adoption à l'Assemblée nationale et l'analyse que fait Richard Oquet, analyste politique de cette grosse actualité. Eh bien, tout ceci vous a servi dans cette édition. Et puis, répression des conducteurs à 2 ou à 3 roues non enregistrés ni immatriculés dans la commune de Malanville a démarré ce mardi 5 mars 2024. Une opération qui fait suite à la réforme enclenchée par les autorités communales dans le secteur des Kabou-Kabou. Que comprendre d'une telle décision? Le secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, Olivier Aloukoutoui, était des nôtres dans ce 13h pour des précisions. Voilà ce qui a meublé cette édition. À ces principaux titres sont venus s'ajouter d'autres nouvelles d'ici d'ailleurs. Il y a quelques instants, Zulkiflou Lonan pour les nouvelles hors de nos frontières. Stop FM en direct chez vous. Je suis Loukman Wouroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle... voilà. Et voilà, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Bon appétit à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Le mal continue dans nos centres de santé. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de la qualité du personnel soignant, mais plutôt du cadre qui accueille les patients. Dans nos hôpitaux, ce qui se passe n'est pas bon. Un patient qui y va a le droit absolu d'être bien accueilli et mis dans de bonnes conditions, parce que la santé est sensible. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. À Malanville, pour ne citer que ça, j'ai vu des patients accueillis et traités dans le hall. On ne m'a pas raconté, j'ai été témoin oculaire, sinon victime. Sur la terrasse dehors, on administre des soins. On expose des patients au danger. Déjà fragiles, on cohabite avec les microbes. Quand on est sous traitement, on est censé être protégé. C'est pourquoi les infrastructures adéquates sont impératives. Ce dont je parle ne fait pas encore 6 mois. Peut-être que cela a changé aujourd'hui, je n'en sais rien. Dans aucun centre de santé, on ne peut jamais accepter une telle situation. Mais les populations sont obligées de faire avec, parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est le service qui est à leur portée. Comme elles n'ont pas de choix, elles s'accommodent. Et ça devient la norme. Plus personne ne réclame la meilleure condition. Même les agents qui y travaillent sont contraints de faire avec. Parce que certainement les plaidoyers n'ont pas prospéré. On se débrouille alors comme on peut. L'essentiel est d'accomplir sa part de mission. Peu importe la suite. Dans un hôpital, le minimum à mettre à disposition, ce sont les infrastructures appropriées. Il faut penser aux populations de Malanville et environ qui a aussi droit à la santé comme les autres citoyens du Bénin. Je sais que le gouvernement a fait et continue de faire de belles choses pour la santé béninoise. Mais la couverture du territoire en besoins élémentaires est obligatoire parce qu'il s'agit des mêmes populations partout qui ont le même droit de vie. Il est aussi vrai que le développement des hôpitaux est beaucoup plus décentralisé aujourd'hui et donc les collectivités territoriales ont à veiller au grain. La mairie doit retrousser ses manches pour attaquer le mal à la racine parce que le mal est profond. Il y a certes beaucoup de chantiers qui attendent les autorités. Mais parmi les chantiers, il y a toujours des priorités. Et personne ne peut dire que la santé n'est pas une priorité. Donc, ne soyons pas distraits. Encore que Malanville est une zone vulnérable sur le plan sanitaire et qui gagne la bataille de la santé à tout gagner. Je sais que c'est possible. Il faut juste une petite volonté, les idées et les moyens s'en suivront. Si tout ceci est fait et les choses s'améliorent, le personnel soignant et tout le reste doivent être au pas aussi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'accueil dans ces hôpitaux. Il faut une discipline à ce niveau. Quelqu'un qui est à l'hôpital a déjà de problèmes. Il est dans le souci.
Psychologiquement, il n'est plus stable parce qu'il a un patient qu'il suit. Donc, évitez d'en rajouter. C'est pourquoi les services d'accueil doivent jouer leur rôle. Les gens qui y travaillent sont payés pour. Ils n'ont donc aucun droit de manquer à leur service. Malheureusement, ces agents dictent leurs lois. Ils négligent souvent les gens qui sont dans l'urgence. Ou peut-être les dispositions ne sont pas prises pour multiplier les postes à certains services. Trop de difficultés dans les centres de santé. Il faut une thérapie de choc pour sauver les populations. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.